Bonjour Dorothée, bonjour aux panélistes. Un bonjour particulier à Moussi le charismatique qui est très élégant dans sa veste. Aujourd'hui, dans le cadre d'un jeune événement, nous allons parler de l'électrification. Pour dire que l'électrification en Afrique est une problématique qui reste toujours d'actualité. Au Cameroun, avec l'avènement des grandes réalisations, on a vu construire des barrages hydroélectriques, mais malgré ces barrages qui existent déjà, les populations sont toujours en proie au problème d'électricité. Et pour parler de cette électrification en Afrique et même au Cameroun, nous allons recevoir sur ce plateau Salomon Bahan, ingénieur énergéticien et écrivain. Bonjour. Bonjour, monsieur Itok. Salomon, dites-nous, votre formation comme ingénieur énergéticien et vos fonctions à l'électricité de France vous permettent aujourd'hui d'avoir une bonne vue sur les problèmes d'électricité en Afrique. L'Afrique, 60 ans après les indépendances, avec un potentiel, si on peut dire, indéniable, pourquoi l'électrification reste toujours un problème? L'électrification reste un problème, que c'est comme tout investissement, tout part du financier, parce que pour construire un outil de production d'énergie, il faut des finances. Donc maintenant, vous allez me dire, on a d'autres moyens de production, il y a divers moyens de production d'énergie. On a du solaire, on a l'éolien. Ici au Cameroun, principalement, on a l'hydraulique et on a du thermique. Donc tous ces outils de production, il faut qu'on puisse investir pour pouvoir s'en acquérir un et pour satisfaire les besoins. On sait que les besoins au Cameroun, avec le point de croissance qui est au niveau de 4, je ne sais pas aujourd'hui, hein, avec le niveau de croissance qui monte, ça veut dire que le besoin monte. Hier, tout le monde n'avait pas une clim chez lui. Aujourd'hui, on a toutes les maisons qui sont presque climatisées. Donc, ce besoin grandissant veut dire qu'il faudra qu'on puisse prévoir, disons, investir massivement dans la production de l'énergie. L'énergie, c'est deux choses. C'est la production et le transport. Quand on va faire des outils de production, il faut améliorer les moyens de transport d'énergie aujourd'hui. Donc tout cet ensemble, je crois que c'est une politique gouvernementale pour pouvoir, en fonction des pôles, les pôles économiques qui naissent ça et là, pouvoir satisfaire les besoins naissants. Est-ce que vous pensez que la production et la distribution d'électricité sont si complexes qu'on a besoin de tendre la main aux étrangers? Non, mais on n'a pas besoin de tendre la main aux étrangers. Généralement, quand on tend la main aux étrangers, c'est qu'on n'a pas assez de finances tout seul pour pouvoir faire, disons, construire un outil de production d'énergie. Et ça, c'est des choses purement politiques où nos politiciens doivent aller porter des projets devant le FMI, devant l'AFD, devant tous ces organismes qui peuvent nous prêter de l'argent en présentant un projet avec, bien sûr, ces investisseurs. Ce qui les intéresse surtout, c'est le retour à l'investissement. Ils mettent leur argent, il faut savoir quand est-ce qu'ils retournent, disons, qu'ils retrouvent leurs sous. C'est pas les moyens de production qui manquent, c'est pas les opportunités de produire l'énergie qui manquent, c'est purement disons, trouver des investisseurs, convaincre les investisseurs pour pouvoir dire on a besoin de l'énergie et surtout, chez nous, pouvoir être en capacité de payer l'énergie qu'on consomme. Dites-nous, quand les barrages hydroélectriques ne fonctionnent pas, c'est-à-dire malgré les barrages, on n'arrive pas à satisfaire les populations, on n'arrive pas à porter l'énergie jusqu'aux citoyens lambda, quelles sont les mesures palliatives qui peuvent permettre de résoudre ce genre de problème? Aujourd'hui, je crois que sur la Sanaga, je n'ai pas une connaissance assez fine, mais je crois que le long de la Sanaga, on a plusieurs barrages qui sont en train d'être construits. Il y a même un outil de régulation de l'eau au niveau de la Sanaga aujourd'hui. Donc, ce n'est pas l'eau qui manque. Bien sûr, on connaît tous les événements climatiques qu'à un moment donné, même de l'eau commence à diminuer avec tout ce qui se passe. Donc, il faut gérer. Il faut gérer, donc, la régulation de la Sanaga pour pouvoir apporter de l'eau nécessaire à l'endroit où on veut, tant qu'on a besoin. C'est pour ça, en saison sèche, hein, généralement, quand on a disons, ce qu'on appelle ici des délestages, c'est dû non seulement à l'eau, mais aussi au vieillissement de l'outil de production d'énergie qui nous donne de l'électricité. Ça, on ne le sait pas. Si le barrage n'est pas en capacité de produire 100% de l'énergie disponible, et ceux qui seront tout à côté ou ceux qui seront prioritaires recevront l'énergie qui est produite, mais ça ne veut pas dire que ça manque.
Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, surtout en Europe, ils n'ont pas de soleil. Ils travaillent surtout dans quelque chose qui est très très primordial aujourd'hui dans la production d'énergie. Parce que l'énergie, tout ce qu'on produit doit être consommé. On ne sait pas stocker aujourd'hui. Donc les axes d'innovation aujourd'hui en Europe ont mis un focus sur le stockage de l'énergie. Une fois qu'on aura maîtrisé ce domaine-là, on aura beaucoup fait pour l'environnement. Parce que je vais vous expliquer, M. Itok. Aujourd'hui, tout le monde vous parlera de solaire, il faut faire des outils solaires. Si on fait une centrale solaire aujourd'hui qui alimente Douala, une journée comme aujourd'hui, M. Itok, on est dans le noir. On est dans le noir. Donc, quand on est dans le noir, il faut donc, pendant qu'on a cet outil solaire quelque part, il faut ce qu'on appelle une réserve d'énergie primaire qui sera produite par un autre outil qui est l'énergie thermique. C'est-à-dire la centrale, par exemple, de la Dibamba ou celle du Kribi, doit démarrer des moteurs thermiques pour pallier au cas où on n'a plus de soleil. Donc, c'est toute chose qui s'imbrique. Ce n'est pas l'une après l'autre, mais c'est tout un ensemble. On construit une centrale éolienne, il faut construire une centrale peut-être thermique quelque part pour pouvoir avoir l'énergie en réserve au cas où on n'a pas de soleil. La seule solution sera que le jour où on a du soleil, on stocke notre énergie. Le jour où il n'y a pas de soleil, on nous restitue cette énergie qu'on a stockée. Tant qu'on n'est pas arrivé là, on ne sait pas faire autrement pour l'instant. Est-ce qu'il est possible d'envisager une industrialisation dans un continent où l'électrification est encore à la traîne? C'est vrai que ça fait un facteur qui freine un peu l'économie, mais bon, je crois que les pays africains ont compris qu'il faut vraiment investir massivement dans l'énergie si on veut promouvoir le développement de nos villes, de nos grandes villes. On sait aussi que l'industrialisation va de pair avec le numérique. Comment est-ce que nos villages qui n'ont pas encore cette électricité vont s'arrimer à ce numérique-là? Ben, ça viendra, vous savez, aujourd'hui, le numérique, hier, j'étais dans une campagne, mais vraiment très loin de mon village de Ngolip, où on avait de la télévision, chose qu'on n'avait pas hier. Tout simplement parce qu'on a aujourd'hui, on est en capacité d'avoir, de l'énergie électrique issue de je ne sais pas d'où, d'une centrale thermique ou hydraulique. Mais demain, si on sait stocker son énergie, je reviens à là, et un kidam qui est dans son champ, qui est dans sa campagne très profonde, le jour où il y a du soleil, il mettra son capteur solaire qui lui donnera l'énergie suffisante, et en fonction de ses besoins, le soir, quand il n'y aura plus de soleil, l'énergie sera restituée et il aura l'énergie en permanence. Donc ça veut dire que ça aussi, le numérique nous aidera dans ce cas-là pour gérer ces choses-là, c'est-à-dire gérer l'absorption de l'énergie et gérer la restitution de l'énergie en fonction des besoins. Donc, on y arrivera, on ne sera pas à la traîne. Oui, c'est vrai que vous venez de faire un très beau développement là, mais là, de façon pratique au Cameroun, on a des problèmes d'énergie. On a une difficulté à apporter l'énergie jusqu'aux confins de nos villages. Vous qui êtes, j'ai envie de dire, un expert dans ce domaine, quelles solutions proposez-vous à l'État camerounais pour pouvoir, puisque l'État, pour le moment, n'a pas ses moyens de créer des usines de stockage d'énergie. Qu'est-ce que vous proposez comme solution afin que ces populations tout entières puissent pouvoir accéder à cette énergie-là? Mais pour pouvoir accéder à l'énergie, il y a deux choses. On avait jusqu'à pas longtemps un outil de production qui était vieillissant. Il faut renouveler les outils de production. Vous savez, quand vous construisez une centrale thermique ou bien une centrale hydraulique, c'est pour 20 ou 30 ans. Je connais la centrale qui est de production hydraulique qu'on avait à Son Lolo ODA. C'est des choses qui sont, c'est des outils qui sont aujourd'hui très vieillissants. Donc il faut trouver le palliatif. Je vois qu'il y a la centrale de production à Kribi, il y a celle de la Dibamba aussi. Et on est en train d'investir aussi au long de la Sanaga pour construire, je crois, j'ai entendu parler d'un projet à Natigal où on va construire un projet, disons que une centrale hydraulique. C'est que comme ça qu'on va s'en sortir. L'électricité, c'est la production et le transport. Donc il faut qu'aujourd'hui, qu'on innove, qu'on essaye de reconstruire de nouveaux outils et qu'on essaye de maintenir ceux qui sont en place. Si on ne parvient pas à faire cette translation entre les nouveaux arrivants et les anciens qui sont là, qui doivent nous maintenir, on aura toujours à un moment donné l'impression qu'on manque d'électricité, mais on n'en manque pas.
La problématique aujourd'hui, c'est de trouver des investisseurs qui veulent bien nous prêter de l'argent, et c'est de trouver des gens qui veulent bien vendre, parce que celui qui produit, il veut bien vendre son électricité. Donc il faut que ceux qui acceptent de prendre de cette électricité aient des moyens de transport de cette électricité partout dans nos villages, parce que ça aussi c'est notre problématique, et ce n'est que comme ça, avec cette adéquation, qu'on pourra s'en sortir. Vous êtes ingénieur énergéticien et écrivain. Dites-nous, comment est-ce qu'on passe d'ingénieur énergéticien à écrivain? Comment se fait le pont là? Ça se fait comment? Ben, le pont, c'est qu'il ne faut pas se donner des limites. Moi, je pars toujours du principe que notre chemin n'a pas de limite, mais il a toujours un horizon. Il faut se donner un horizon. Si on a besoin de faire quelque chose, il ne faut pas se dire qu'on n'est pas en capacité de le faire. Il faut regarder ce que les autres ont fait et de s'éclairer de leur lumière et faire quelque chose. J'ai eu envie d'écrire un livre autobiographique pour plusieurs raisons. J'avais des choses dans ma petite tête que je ne souhaitais pas garder. Je voulais les mettre sur un document pour que les générations qui viennent, je vais dire, c'est ma modeste contribution. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux jeunes? Votre livre qui est intitulé Salomon, une vie, une histoire. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux jeunes générations dans votre livre? Ce que je vais transmettre aux jeunes, c'est principalement l'audace d'espérer. L'audace d'espérer, l'audace de se dire qu'on peut faire des choses grandes ou petites, mais il faut faire des choses, il ne faut pas rester les bras croisés. Vous savez ceux qui font des grandes choses, hein, on a tous une tête, mais il suffit de la faire mouliner et puis ça peut sortir quelque chose. Souvent ça sort, on a des choses qui nous viennent en tête, on a l'impression que c'est rien, mais c'est quelque chose. Les grandes industries, comme je ne l'avais pas cité de nom, aujourd'hui embauchent des jeunes en disant « Tenez, amusez-vous ». Et peut-être en s'amusant, une idée jaillira de cet amusement que les gens sont en train de faire. Donc il faut être en capacité de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, essayer de faire quelque chose, mais ne pas être spectateur. Vous partez d'une vie difficile, comme vous dites dans votre livre, pour un avenir glorieux. Est-ce que, n'est-ce pas là aussi, n'est-ce pas ingénieur énergéticien en France à EDF, c'est pas donné à tout le monde. N'est-ce pas là aussi les bienfaits de l'immigration? Ben, si l'immigration a ce bienfait-là de nous faire découvrir autre chose, mais vous savez, hein, je ne suis pas là pour parler des choses de l'autre côté, mais il y a beaucoup de gens qui ont eu cette main tendue-là qui n'ont pas su la tenir. Hein. Donc, chaque fois qu'on a une main tendue, qu'il y a une lumière, il faut savoir la suivre. Et la suivre avec un objectif. Pas suivre pour se dire je vais arriver vers la lumière, mais une fois qu'on sera à la lumière, qu'est-ce qu'on fera? Donc l'immigration nous a ouvert la porte, l'immigration nous a permis d'aller à l'école, l'immigration nous a permis de parfaire ce qu'on connaissait. Déjà, on se claire de tout ce que l'immigration nous donne, des lumières qu'on a eues dans le passé, c'est-à-dire ce que nos anciens, nos ancêtres nous ont transmis. Et c'est au vu de ces lumières-là qu'on doit peut-être cheminer de l'autre côté. Elle a de bonnes choses, mais ces bonnes choses-là, il faut savoir donc, les utiliser. On peut dire que votre livre est un hymne au travail et à la persévérance. C'est exactement ça. Le livre il a été bâti sur 4 piliers. Et le travail, la tradition, la transmission, mais surtout et surtout la connaissance. Faut qu'on ait, en faisant un livre comme celui-ci, je donne l'opportunité à celui qui lira ce livre d'avoir accès à une connaissance relative de ma vie, une connaissance relative de ce que j'ai été, de ce que je puis être aujourd'hui. Et c'est ça peut-être qui donnera à cette personne, à ce jeune-là qui lira le livre, l'envie peut-être d'en faire autant, et peut-être même ce que je souhaite, d'améliorer. L'actualité politique au Cameroun, ce sont les élections présidentielles. Est-ce que vous, de la diaspora, vous vous sentez concerné? Ben moi, je suis très concerné par ce qui se passe dans mon pays. Si on n'est pas concerné par ce qui se passe chez nous, comment voulez-vous qu'on puisse aider à construire notre pays? Bien entendu, on attend vraiment cet événement du 7 octobre hein, avec impatience pour qu'on puisse déjà ramener quelques pôles de stabilité, parce que ce qui se passe au sud-ouest, chez nous, il ne faut pas que ça vienne déstabiliser notre pays. Il faut vraiment que celui qui sera élu demain, qu'il puisse mettre tout pour réunifier notre pays, parce qu'un pays en guerre, M. Itok, c'est pas bien. Est-ce que c'était les leaders des partis de politique, hein, de l'opposition comme au pouvoir, sont déjà venus vous faire la cour dans la diaspora?
Ben, écoutez, moi, la diaspora, on en voit passer à chaque fois de gens qui viennent présenter des choses et d'autres. Mais bon, c'est à tout un chacun de se faire son idée, surtout si on s'intéresse à la politique de son pays. Moi, particulièrement, je m'intéresse parce que je dis la construction ne doit pas se faire sans nous. Donc, il faut aider celui qui sera élu à la construction du pays. Chacun à sa place et à sa manière. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur. Vous souhaitez un bon séjour au Cameroun. Merci, monsieur. Merci Dorothée. On vous renvoie à l'antenne à Yaoundé pour la suite de l'émission.